Oh my god, he's making a requel. A what? Or like a sequel. Fans are torn on the terminology. God, please speak English. Okay, remember the Stab movie that came out last year? Oh yeah, the one the Knives Out guy directed, right? You know, I actually really liked that one. Of course you did. You have terrible taste. I hate you. The point is, the hardcore Stab fans hated it. You go on 4chan and Reddit. All they're talking about is how Stab 8 pissed on their childhoods, how they crammed in social commentary just to make it elevated, how the main character is a Mary Sue. What's a Mary Sue? You really don't want to know. What's wrong with elevated horror? I mean, Jordan Peele fucking rules. Obviously, but that's not Stab. Real Stab movies are meta-slasher whodunits, full stop. Come on, it's just a movie. No, it's not. To some people, the original is their favorite thing in the world. The movie that made them love horror, that mom or dad showed them when they were 10, that bonded them together. And God help anyone who slightly fucks with that special memory, who makes a movie they think disrespects it. It sounds like our killer is writing his own version of Stab 8, but doing it as a requel. Which is? See, you can't just reboot a franchise from scratch anymore. The fans won't stand for it. Black Christmas, Child's Play, Flatliners, that shit doesn't work. But you can't just do a straight sequel either. You gotta build something new, but not too new, or the internet goes bug fucking nuts. It's gotta be part of an ongoing storyline, even if the story shouldn't have been ongoing in the first place. New main characters, yes, but supported by and related to legacy characters. Not quite a reboot, not quite a sequel, like the new Halloween, Saw, Terminator, Jurassic Park, Ghostbusters, fuck, even Star Wars. It always goes back to the original. Are you telling me that I'm caught in the middle of fan fucking fiction? Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Ah, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, proche de bien. Ah, ton cul. C'est mon génie. Are you okay? Oh, the poor woman. She wanted to know more. Of course she did. What did you tell her? Oh, the truth. Mr. Q and I had to use a trick to ease the crowd. It was just a trick. It hurt. Well, it's good. It's good that you did that. Yeah, well, I gave her an amulet. I'm sorry I missed the cue. I don't know why you don't keep them going for her. You never do a spook show. Uh-oh. No good comes out of a spook show. Is it so bad to give her hope? It ain't hope if it's a lie, Stan. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Merci de nous accueillir dans ton cinéma, l'Arvor, pour une émission, la première vraie émission d'actualité catalogue de l'année, puisque alors qu'on est bientôt au mois de mars, jusqu'ici, nous n'avons fait que des émissions spéciales avec des invités prestigieux, voire plus encore. On va revenir du coup aujourd'hui sur tout un tas de sorties qui ont eu lieu depuis un mois ou deux, alors même que si je dis pas de bêtises, ce soir c'est les Césars. On aurait pu faire par exemple un commentaire audio. On aurait pu faire un live YouTube comme la semaine dernière chez Microciné. On aurait pu faire ça. Ça aurait été si on avait de l'imagination et un peu de sens commercial, on aurait fait ça. On aurait pu faire ça, on aurait pu aussi travailler et puis regarder les Césars et peut-être en tirer des leçons, faire un commentaire dans une prochaine émission. Et non, on profite de notre temps pour parler de ces films que tu as vus, notamment en salle, dans ton cinéma d'ailleurs. Est-ce que tu vas dans d'autres cinémas aujourd'hui? Jamais, tu t'imagines bien. Tu n'as pas le temps parce que tu n'as pas le temps. Non, parce et que puis aussi parce que ton cinéma finalement propose les meilleurs films disponibles. On va y revenir. Alors, j'ai vu une Uncharted au Gaumont.
Ah, quand même, merci. Si on a le temps, tu en diras un petit mot. On parlera en effet de films comme ça qui sont pas terribles, on peut le dire. On essaiera même d'argumenter autour, mais c'est pas forcément évident. On va improviser cette émission. On va démarrer, si vous le voulez bien, avec une sortie qui est un peu lointaine, un film qui n'est déjà plus à l'affiche depuis longtemps, qui n'a pas fonctionné. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est le dernier film de Guillermo del Toro qui... Quand même, son précédent avait eu l'Oscar du meilleur film. On pouvait s'attendre en effet à ce qu'il puisse avoir un projet un peu ambitieux, que les portes lui soient entre guillemets ouvertes. C'était il y a quelques temps quand même, cet Oscar pour La Forme de l'eau, qui était sans doute son film le moins intéressant, le plus fadasse même, j'ai envie de dire, alors que précédemment, que ça soit avec Crimson Peak ou le film avec les gros robots, Pacific Rim, enfin voilà, il avait des choses, c'était généreux. Moi j'appréciais énormément son cinéma. C'est vrai que La Forme de l'eau m'avait profondément déçu. Et Nightmare Alley, donc, qui s'inscrit dans un genre un petit peu particulier, un décor en tout cas que moi j'aime beaucoup, qu'on avait pu, voilà, le décor de Freaks de Todd Browning, le décor de La Caravane de l'étrange, la série que je conseille beaucoup, même si elle a été annulée et du coup ça se termine un peu en autre boudin. Mais voilà, ce décor de la fête foraine, alors c'est dans les années 40, si je dis pas de bêtises, c'est juste après la Seconde Guerre. Non, c'est juste avant. C'est juste avant la Seconde Guerre mondiale. Très important. On est dans le... Soyons précis. Je tenais justement, avant de te laisser parler du film, à dire que j'ai beaucoup apprécié en fait la mise en scène, l'esthétique, même les personnages. Il y a tout un tas de choses que j'ai beaucoup appréciées, mais il n'empêche que ça ne m'a laissé absolument aucun souvenir. Écoute, j'entends ce que tu dis, j'entends, et je le respecte, figure-toi. Mais moi, en fait, moi, ça m'a, enfin, c'est un film qui m'interroge beaucoup. Enfin, moi que j'ai vu 3 fois. Mais je l'ai vu 3 fois aussi par commodité, parce que c'est assez facile pour moi de le voir 3 fois bossant dans un cinéma qui le diffuse. Mais c'est aussi un film qui m'a quand même beaucoup interloqué dès la première vision. Beaucoup plu déjà, enfin j'étais vraiment très embarqué par le film. Et beaucoup interrogé aussi d'un strict point de vue cinéphilique sur incroyable que Guillermo del Toro fasse un film comme ça. Évidemment, incroyable qu'il fasse un film comme ça, juste parce qu'il n'y a pas l'élément qui fait que Del Toro est Del Toro, qui fait que Del Toro est reconnu dans la cinéphilie, qui fait que Del Toro est reconnu chez les fans de cinéma de genre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élément fantastique dans Nightmare Alley. Enfin, il n'y a pas d'élément fantastique à proprement parler. On est dans un film qui ne fait que, au contraire, de dire je sais plus, don't mystify them. Enfin, c'est pas l'expression, don't spook them. Je pense que c'est l'expression principale qui revient à 2 ou 3 reprises dans le film, du personnage de tous les personnages qui entourent le personnage de Bradley Cooper, qui est lui un metteur en scène, on va dire, en devenir, et qui prend peu à peu, alors qu'il part d'absolument rien, il est en clodo au début, et qui prend peu à peu la conscience du pouvoir qu'il peut avoir par ses talents de metteur en scène, en mystifiant les gens, en les faisant croire à des mondes parallèles, et tous les personnages autour de lui lui disent surtout ne fais absolument pas ça, don't spook them, ne leur fais surtout pas croire à un monde qui serait à côté du nôtre. Et ça m'a beaucoup interrogé, mais j'ai envie de dire d'un strict point de vue cinéphile, que pour moi Guillermo del Toro, c'est un cinéaste que j'aime bien, mais sur lequel j'ai beaucoup de réserves. Je crois qu'on avait déjà fait quelques émissions sur lui. Moi, c'est quelqu'un que je respecte énormément, évidemment, parce que c'est quelqu'un avec qui déjà j'aimerais bien aller boire des coups, parce que je pense que c'est quelqu'un de très sympathique, en tout cas de passionnant. Les interviews de lui sont passionnantes. Il y a des films de lui que j'adore, et je pense que malheureusement, par rapport à beaucoup de fans de Guillermo del Toro, moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup pour son travail sur le blockbuster. Je pense que c'est quelqu'un qui finalement a été hyper important dans le blockbuster numérique, à l'ère du numérique. C'est-à-dire que je pense que Blade 2 et Hellboy 1 et Hellboy 2 ont été des films absolument fondamentaux à un moment. C'est-à-dire qu'avec les travaux de Sam Raimi dans les Spider-Man, c'est quelqu'un qui a fait l'esquisse d'une nouvelle grammaire du cinéma à l'ère du numérique. Alors malheureusement, moi je le dis souvent, on reconnaît les génies à leurs enfants abâtardis. Là malheureusement on a vraiment que des bâtards qui les ont suivis. C'est ces deux-là qui ont pu lancer la marvelisation du complètement cinéma aussi. C'est vraiment pas la marvelisation, mais
le succès de Marvel, ce qui a engendré une marvelisation. Complètement. Eux, ils sont Et pas c'est vrai là-dedans en termes de récit, ils sont absolument pas là-dedans, bien au contraire. En fait. Et ben après on attend. Il y a évidemment Sam Raimi va sortir un Doctor Strange 2. Il est vraiment dans Marvel, mais pour l'instant. Mais c'est vrai que là, toute la grammaire qu'ils ont pu inventer, tout le moment où ces cinéastes très adeptes d'une caméra roi, parce que je pense que c'est ça qu'il faut voir. C'est pour ça que Sam Raimi s'est très épanoui là-dedans. C'est que même dès Evil Dead, on pouvait voir déjà, tout comme son compère Peter Jackson, qui est aussi un artisan de ça, que voilà, c'était des gens dont on voyait très bien que la caméra était vraiment reine. On n'était pas dans une grammaire classique du tout, contrairement à beaucoup de cinéastes de leur génération. Inspiré par des comics, inspiré par énormément de choses. Et c'est qu'il fallait vraiment être dans une logique de fête foraine, une logique, on était dans c'était la caméra qui était la reine et qui était vraiment un personnage en soi. Voilà. Guillermo del Toro ou Sam Raimi au tout début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, ils ont été hyper importants pour ça. Bon voilà, on voit ce que ça a donné, malheureusement c'est pas fameux. Moi en tout cas, tout ça pour dire que voilà, Guillermo del Toro c'est quelqu'un que j'aime beaucoup pour ça, mais dont les grands classiques plutôt aimés par ses admirateurs, Le Labyrinthe de Pan par exemple, Les Chines du Diable, voilà, moi c'est des films qui me laissent plutôt froid. Pour le coup, je suis assez, je pense que tu partages cette opinion-là, plutôt adepte de son avant-dernier film, c'est-à-dire le Crimson Peak. Ça avait été une très belle surprise. Qui était tombé, qui était passé relativement inaperçu. Oui. Donc c'est le film qui vient après La Forme de l'eau. Il me semble qui vient après La Ferme de l'eau, avant La Ferme de l'eau, et après Pacific Rim, ça, tout à fait. Et moi, c'est un film où je me dis, où je m'étais dit déjà, c'est pas un film qui m'avait hyper plu, mais qui m'avait beaucoup interrogé. C'est ça, oui, ça te reste, il y a un truc, tu dis, où il se passe quelque chose là-dedans. Alors que moi, tous ces films fantastiques, j'ai envie de dire au premier degré, parce que c'est quelqu'un qui est assez étonnant là-dessus, c'est que c'est quelqu'un qui a adopté, on va dire, la stratégie de beaucoup d'auteurs des années 70, c'est-à-dire un film pour eux et un film pour moi, c'est-à-dire un film pour le système, un gros film, un blockbuster, Blade 2, Hellboy 2, et un film pour moi. Ce qui fait très bien, je veux dire. Ce qui fait très bien, mais tous les films pour lui ont toujours été des films pas dans Hollywood, ça a toujours été des films espagnols. Enfin, il y a eu une production Almodovar, Labyrinthe de Pan, c'est un film espagnol, me semble-t-il. Et voilà, on est. C'est soit une production, soit en tout cas le sujet justement le ramène. Ouais, et je pense que même en termes de production, on n'est pas dans cette logique industrielle telle que pouvaient la pratiquer beaucoup d'auteurs des années 70 qui étaient dans le système industriel et qui alternaient, qui essayaient d'alterner justement ce truc. Si je fais un gros succès, je pourrais faire un truc qui me plaît. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que moi, le Labyrinthe de Pan, c'est pas un film qui me bouleverse plus que ça. Je sais que c'est un film qui est très aimé, mais moi, à chaque fois, je vois quelque chose qui est assez, j'ai envie de dire, littéral, c'est-à-dire où il y a zéro mystère. C'est aussi un des propres de Guillermo del Toro d'assez peu faire appel au hors-champ. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il a... Dans Pacific Rim, beaucoup dans Pacific Rim. Il en joue pas tant que ça. Enfin, je veux dire, on pourrait le dire sur les marges. Sur les marges, je pense qu'il peut en jouer, mais par contre, c'est pas du hors-champ. Il laisse beaucoup de place aux spectateurs pour imaginer des choses en fait en termes de mise en scène. C'est pas du hors-champ, je suis d'accord. Je pense que lui, quand même, on est dans la monstration. Voilà, on est dans la monstration et même quand il est dans le fantastique, il est dans la monstration. Et je pense que Labyrinthe de Pan, on est là-dedans. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours un problème à trouver une place pour investir mon imaginaire ou pour laisser investir mon imaginaire par justement celui de Guillermo del Toro, parce que je me dis tout est déjà donné. Et j'étais hyper intéressé par Nightmare Alley par justement cette sorte de déclaration d'intention assez étrange qu'il pouvait y avoir de sa part, de dire c'est le premier film de sa part où il y a absolument un monde qui est, on va dire, univoque, c'est-à-dire c'est le seul monde existant. Il n'y a pas un double monde, il n'y a pas un monde qui vient redoubler ce monde-là, un monde imaginaire, que ce soit des extraterrestres qui viennent d'une faille de l'océan, que ce soit un monde imaginaire peuplé de fées, un marché aux trolls. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il peut être suggéré qu'effectivement, le seul ingrédient fantastique qu'il y a là-dedans, c'est, on va dire, qui est avéré, c'est le tarot. Voilà, c'est le seul truc qui est avéré, dans lequel le film atteste une sorte d'authenticité un petit peu magique, on va dire. Oui, mais on garde, pardon de te couper, mais on garde malgré tout au cours du récit une part d'inconnu qu'on découvre au fur et à mesure. Est-ce que justement...
plutôt que du fantastique, c'est juste ce mystère ne viendrait pas tout simplement du monde réel. Ah oui, non, mais je pense que pour moi, ce que j'aime dans le film, c'est qu'à un moment, c'est que ce film-là, il est désespérément... En fait, c'est un film qui ne cesse de montrer les coulisses de tout. Enfin, à partir du moment où il y a quelque chose qui pourrait paraître un peu dingo, il ne fait que de montrer les coulisses de ce truc-là. On va toujours avoir une explication finalement. Sans que le film soit constamment explicatif, bien heureusement, mais en effet, il montre les coulisses toujours. Même ce fameux ce truc qui va revenir, qui va un petit peu structurer par petites notes tout le film, qui serait ce bébé Enoch, je crois qu'il s'appelle, le sorte de fœtus un peu monstrueux qui est dans un bocal. En gros, on nous dit un peu dès le départ que c'est une sorte de construction ou que c'est vraiment un gadget ou je sais pas quoi, et que ça fait quand même vachement style dans une pièce pour pouvoir convoquer justement cet univers-là. Tout est pris en termes de mise en scène. Tout est pris par des personnages qui sont eux-mêmes des metteurs en scène. Et moi, en fait, ça m'a vraiment interloqué ce film-là, parce que je me suis dit, déjà, j'étais complètement pris dans le film. Voilà, la première fois, je me dis, putain, pris dans le film aussi, parce que je me disais, c'est désespérant. Le film, je le trouve désespérant, d'une noirceur abyssale. Et aussi, voilà, d'un strict point de vue cinéphilique, en mettant ça en rapport avec tous ces autres films, je me dis, mais comment un mec comme Guillermo del Toro, qui on pourrait caser dans les mecs qui promeuvent l'imaginaire, c'est-à-dire la fantaisie, pas la fantaisie au sens, avec le titre en anglais, c'est-à-dire le truc, voilà, il faut créer une sorte de monde de rêve ou je sais pas quoi. Comment il peut être aussi terre à terre, quoi. Et donc, bon, après, on peut avoir des éléments biographiques. Maintenant, on sait que Guillermo del Toro, il peut y avoir d'une part ce fait de redescendre d'un piédestal. Il est sur un piédestal, il a les Oscars, il y a divorce et machin. Enfin voilà, il y a des tas de trucs comme ça, mais on va pas trop aller sur ce terrain-là parce que bon, c'est vraiment très très mouvant comme terrain. Mais c'est moi, j'ai trouvé ce truc-là très fascinant, et surtout, ça m'a fait l'effet d'un film d'un vrai film complètement déprimant. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est aussi un film qui est absolument, je trouve, complètement déprimant, parce qu'il est déceptif aussi. C'est qu'il appelle la joie du monde fantastique, la joie de la mystification, mais qu'à aucun moment il ne joue là-dessus. Mais en même temps, dans sa forme même, il a la gueule d'un film hollywoodien de luxe, quoi. Enfin, d'un truc, mais quand même complètement over the top. Oui, Spielbergien presque. Spielbergien, moi je dirais pas ça, mais je dirais un truc où, en termes de production values, c'est juste tous les potards sont poussés au maximum. C'est-à-dire qu'il est dans le cinéma hollywoodien de la main tendue au maximum. C'est-à-dire qu'on a un casting déjà de stars qui est poussé au top. On a Cate Blanchett, on a Rooney Mara, on a Bradley Cooper, on a William Dafoe. On est vraiment dans des acteurs assez haut de gamme, peut-être pas tous en termes économiques, mais voilà. En termes de photos, on est dans un truc ripolliné, on va dire, quoi. Enfin, c'est vraiment, ça serait négatif de dire ça, mais en vrai, on est dans une photo superbe. On voit qu'il y a du pognon à tous les étages, quoi. On voit qu'il y a du talent, de la production values, quoi. Vraiment, en termes de décor et tout ça, c'est assez fou. Ça le fait à fond. Mais en même temps, c'est au service d'un truc qui est complètement anti-hollywoodien, qui est de dire, oh là là, mais derrière, ça pue la mort, ça va être foutu. Et moi, je peux que m'en remettre en fait à Scorsese, et ça me fait mal de le dire parce que qui s'était fendu d'une petite déclaration d'un article dans je sais pas quel canard, en disant quand il avait vu que le film faisait un échec, en disant voilà, depuis des années on voit beaucoup d'hommages au film noir, mais on voit jamais de film noir, on voit que des films qui sont des hommages au film noir. Donc là je pense que pour aller vite, il pense à des films pour remonter déjà loin, des films comme ceux des frères Cohen, comme Tarantino, comme ceux de Carnahan, comme beaucoup de cinéastes qui investissent des figures obligées du film noir. On voit ce que ça induit, hein, la ville corruptrice, Sin City, on voit la femme fatale, la femme blonde, la brune, machin, tout ce sorte de décorum qu'a inventé le film noir juste après la Seconde Guerre mondiale, et un petit qui trouvait ses
ses racines un petit peu avant. Et c'est tout un décorum d'archétypes et d'icônes qui ont été beaucoup investis par des postmodernes. Et Scorsese disait, voilà, on voit beaucoup d'hommages à ça, de gens qui jouent avec ça. Je pense que lui-même l'a fait avec, par exemple, Le Nerf à vif. Et en fait, mais on voit pas de vrai film noir. Il disait Nightmare Alley, c'est un vrai film noir. Et moi, c'est l'effet que ça m'a fait. C'est que je me suis dit, mais à la fin, effectivement, j'ai vu beaucoup de critiques qui disaient, bah ouais, on voit à 3 km comment ça allait se terminer. Bah oui, évidemment, mais comme on voyait à 3 km comment ça allait se terminer, Fat City, tous les films de Huston, ou les films avec Bogart, tous les films de Dassin et tout ça, bah effectivement, oui, c'est des tragédies, c'est des films noirs, c'est des films où le fatum est hyper important, où le destin des personnages, il est noué dès le départ. Et que il s'agit juste de voir le trajet que ces personnages vont pouvoir accomplir pour finalement juste retomber dans le destin auquel la société les prédestinait, le fatum les prédestinait, mais voilà. Et moi, j'ai ressenti ce truc-là très à fond sur Nightmare Alley, et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un truc aussi, j'ai envie de dire, premier degré. Et c'est vrai qu'il y a, en y repensant, il y a une séquence, enfin une construction de séquence qui revient plusieurs fois. C'est, on voit en effet soit Bradley Cooper, soit son mentor faire son spectacle, à savoir lire, comment dire ça, son métier dans les spectacles, justement, quand il va dire aux gens, oui, je vous connais de telle ou telle manière, oui, la personne qui est morte est à côté de vous, tout ça, machin. Donc les gens y croient, le spectateur y croit profondément pendant le spectacle, et ce qui est très important, c'est d'aller les voir après pour leur dire la vérité. C'était uniquement du spectacle, et ce que je vous ai raconté, ce que vous avez cru pendant le spectacle, à savoir que la personne que vous aimiez, par exemple, est morte, était à vos côtés pendant le spectacle, c'est faux. Et c'était surprenant de voir ça, et c'est vrai que ça apparaît finalement presque comme une note d'intention, mais quand tu parles d'un film déceptif, moi, voilà, très tôt dans le film, justement, ça apparaît, cette séquence-là. Mais quand on découvre le film, on peut, étant donné que c'est Guillermo del Toro, s'imaginer qu'à un moment, le personnage va pouvoir avoir un vrai pouvoir ou n'importe quoi, qu'on va se trouver dans Ghost ou quelque chose dans le genre. Mais non, jamais. Et en effet, c'est pour ça qu'il y a peut-être ce côté extrêmement dur, peut-être une des grandes raisons de l'échec du film. Je pense. Hein. Je pense après en France, je pense que le film n'a pas non plus été un échec cinglant. Il a été très mal vendu aussi. Il a été plutôt mal vendu, mais c'est difficile de vendre un film comme ça. Et après, moi je pense, et le film, moi je l'adore, hein, vraiment, c'est un film que j'aime énormément. Mais par contre, je peux pas faire semblant que le film a vraiment des gros problèmes, quoi. Je pense qu'il y a des tas de choses dans le film qui sont déséquilibrées. Je l'ai un peu évoqué ça par rapport à cette sorte de forme un peu flamboyante qui contraste un petit peu avec ce côté très déceptif. On pourrait rapprocher ça d'un film. Le rapport à la psychanalyse, moi c'est vrai que j'étais, je pense, un petit peu plombé par entre ce décorum justement de la foire et puis l'arrivée avec les rencontres avec une psy, différents personnages qui m'ont embarrassé et que j'ai trouvé, que j'ai trouvé mal construit en termes de scénario. Je pense qu'il y avait un souci de construction, vraiment, oui. Peut-être, ouais. Et je pense qu'il y a d'autres soucis. Enfin, moi, je sais que c'est un truc qui m'interrogeait beaucoup et qui a été pas beaucoup vu dans le film, et c'est pas une erreur critique, je pense que c'est une erreur aussi du film. C'est qu'on sait que Guillermo del Toro, il a toujours inscrit ses récits fantastiques dans un contexte historique très réel, quoi. Jusqu'à La Forme de l'eau qui était inscrit dans l'ère du macartisme. Tous ces films espagnols, La Libérante de Pan, qui était pendant le franquisme, ou la guerre d'Espagne, et au contraire Les Chines du diable pendant le franquisme. Et c'était il y avait un dialogue extrêmement fort entre l'argument fantastique et le contexte historique, quoi. Enfin, l'argument fantastique découlait réellement de ça, même jusqu'à Hellboy, hein. Voilà, Hellboy était un instrument d'expérimentation de nazis, donc on est dans un registre très pop, très super-héros et compagnie, mais cette dimension était hyper importante. Jusqu'à Pacific Rim, voilà, on était dans ce dialogue-là entre une histoire de l'humanité et un truc.
Et dans Nightmare Alley, c'est quelque chose qui a été pas trop vu, je pense, et je pense que c'est un problème du film, mais l'époque dans laquelle ça s'inscrit, c'est hyper important. Enfin, on est juste avant la Grande Dépression aussi. C'est post-Grande Dépression, entre la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est surtout avant la Seconde Guerre mondiale. Et moi, je pense que le dialogue qui se fait, que peut-être Guillermo del Toro a pensé, ou en tout cas qu'il voulait être assez opérant dans son film, c'est ce dialogue entre des gens qui mystifiaient les gens et l'arrivée de ce petit bonhomme à moustache qui concurrençait Charlie Chaplin dans le cœur des gens, c'est-à-dire Adolf Hitler, quoi. Et il y a plusieurs allusions qui sont faites dans le film là-dessus. Il y a ce rapport à la psychanalyse incarné par le personnage de Cate Blanchett dont on sait que voilà, ça a été très important aussi dans la manipulation des masses, le dévoiement de la psychanalyse freudienne pour la manipulation des masses. Et je pense que c'est quelque chose qu'il a voulu voir et qui trouve un écho évidemment aujourd'hui avec le storytelling massif, le fait que voilà, c'est juste il faut que l'histoire soit intéressante pour qu'elle soit crue, et on s'en fout si c'est vrai ou faux dans le discours des dirigeants, quoi, tout simplement. Et je pense que c'est quelque chose qu'il a voulu traiter, mais que moi je peux ressentir, mais beaucoup trop via un regard d'analyste, plutôt que un truc qui serait vraiment très opérant pour un spectateur lambda, quoi. Juste pour terminer, parce qu'on a déjà fait la moitié de l'émission du coup sur Nightmare Alley, il y a une version noir et blanc aussi qui est sortie, que tu as vu du coup? Non, je l'ai pas vu, moi. Tu l'as pas vu. Je l'ai projeté, je l'ai pas vu. Tu l'as projeté, tu l'as pas vu. Donc on va pas s'épancher sur cette version noir et blanc. T'as pas non plus d'informations sur pourquoi est-ce que c'est lui qui a... Parce que je t'avoue que j'ai pas d'informations sur cette version noir et blanc. Non. Apparemment, c'est très bien, mais moi, enfin bon, voilà. On enchaîne avec un autre film qui t'a beaucoup plu et qui a pas forcément rencontré le succès escompté, même si c'était pas un échec. C'était le scandale sur une affaire d'État. Ouais, enquête sur un scandale d'État. Tu vois, mais toi tu l'as vu. C'est pareil. Mais avec Pio Marmaille et Roche Dizem, voilà. Oui, écoute, enfin moi. T'as dit qu'on improvisait cette émission. Oui, on improvise. Écoute, moi je suis. Non, mais moi après je suis juste un peu. Enfin moi c'est un film que j'ai adoré. Qui me fait dire que 2022 c'est super cool, hein, parce que là on est un peu dans un top flop 2022. Un mois après. Tu dis ça alors qu'une guerre vient d'éclater en Europe. Exactement. Voilà, évidemment. Mais bon, ça, est-ce que quelqu'un en a quelque chose à foutre? On se demande. Non, mais Enquête sur un scandale d'État, c'est le film de Thierry Desperetti dont on avait parlé, il me semble, parce qu'on avait évoqué les Apaches. Oui. Non, plutôt Une vie violente. Une vie violente. Moi, je me rappelle. Les Apaches, déjà je sais pas si on en avait. Il était rentré dans une émission de fin d'année. Ouais. En fait. Et moi je sais que quand j'avais vu les Apaches, je m'étais dit mais c'est incroyable le talent de storyteller de ce type-là, le truc où tu te dis l'énergie qu'il y a dans ces films, la main tendue à l'américaine qu'il peut y avoir dans ces films sur un strict point de vue romanesque. Et ça rejoint une observation qu'on faisait dans notre émission de bilan de fin d'année, en se disant dans le cinéma français il y a quand même du gros niveau quand même en termes de cinéma, on va dire mainstream, ou en tout cas qui tend vers un truc un peu mainstream, généreux. C'est pas un cinéma qui rentre dans des cases, faudrait pas que les gens le prennent mal, c'est pas le cinéma qui rentre dans des cases et qui répond à des codes forcément attendus en termes économiques, mais c'est un cinéma qui est vraiment généreux, où on ressent une mise en scène qui est celle que nous on a rencontrée quand on a découvert le cinéma, que le cinéma américain aujourd'hui ne propose plus. Oui, une mise en scène. C'est plus le cinéma mainstream actuel, quoi. Oui, il y a ça, et puis je pense que par exemple, moi, Enquête sur un scandale d'État, j'ai envie de le comparer avec un autre film qu'on avait évoqué lors de la précédente émission, qui est Boîte Noire, qui est un excellent thriller, quoi. Enfin, vraiment, c'est du produit, là, pour le coup, impeccable. Mais moi, Boîte Noire, par exemple, j'en ai aucun souvenir. Enfin, c'est un film qui glisse sur tout le monde, hein, je pense. C'est un film qui, juste dramaturgiquement, est parfait. Thierry Desperetti, lui, vient sûrement d'une autre volonté de cinéma que Yann Gonzlan, qui a fait Boîte Noire. C'est-à-dire que Yann Gonzlan, je pense que on est dans le terme du. C'est vraiment pas pour
le démonter que je dis ça, c'est qu'il y a vraiment chez lui une conception très artisanale du cinéma qui fait que voilà, il est capable, comme très peu de cinéastes français, de faire du grand divertissement populaire de qualité et pas con. Mais il lui manquera sûrement toujours peut-être la justesse de point de vue ou quelque chose qui va faire que certains films américains que nous on a bien aimés sont complètement transcendés par justement où ils arrivent à la fois délivrer un grand spectacle et à la fois un truc complètement dingue. Boîte Noire, je pense que tout comme auparavant Le Chant du Loup d'Antonin, je sais plus comment il s'appelle, Baudry, bah ouais, au final c'est des films qui sont super bien faits, mais on n'y revient pas sans arrêt parce que bon, il n'y a pas grand chose à en retirer quoi. Au bout d'un moment, au bout de la deuxième vision, ça y est, c'est fini quoi. Là, Enquête sur un scandale d'État, c'est quand même du gros niveau à la fois en termes, j'ai envie de dire, spectaculaire, c'est que il y a une puissance romanesque là-dedans complètement dingue et à la fois une vraie justesse dans une peinture de ce que c'est à la fois le travail de journaliste aujourd'hui, ce que c'est une vie politique où des tas d'intérêts sont complètement intriqués entre les pouvoirs judiciaires, le pouvoir policier, le pouvoir économique. Il y a une vraie volonté de représenter ça et en plus de ça, et c'est peut-être là où le bas blesse par rapport à l'échec relatif du film, sur le pouvoir du cinéma de retranscrire ça, de façon romanesque et à la fois juste. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je pense que le film, là où il a pu décevoir beaucoup de gens, c'est qu'à la fois il convoque un truc romanesque complètement dingue. Il y a eu beaucoup de films français qui sont faits là-dessus, hein, voilà, sur les intrigues, enfin beaucoup. Pas beaucoup, mais en tout cas des films que beaucoup de cinéphiles aiment bien. Tous ces films sur, voilà, dans les années 70, le Sac, les films de Boisset et compagnie, les films de complot français, en fait, il y en a quelques-uns. Et qui sont, voilà, Verneuil qui développent Verneuil, voilà. Et tout ce côté-là peut fonctionner, mais chez Verneuil ou chez Boisset, c'est assez romanesque jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on sait très bien que le personnage est là pour dévoiler la vérité et que la vérité, à la fin, elle est dévoilée. Peut-être que le personnage va mourir, mais par contre la vérité est relativement dévoilée. Dans l'actualisation qui peut être faite aujourd'hui avec Enquête sur un scandale d'État, c'est que là la vérité elle peut être complètement inatteignable en fait. On est dans un truc où le personnage lui-même de Roche Dizem, qui est la source, qui est le personnage de Gorge Profonde dans le film, pour rejoindre le terme du film Les Hommes du Président, qui est l'archétype un des archétypes du film de journalisme à l'heure du complot, et il est lui-même soumis à un petit doute quant à la vérité de ses dires, parce que aussi c'est quelqu'un qui a une sorte de logorée et un goût pour le récit, et qui est lui-même dans une position où il aime bien raconter des complots, quoi. Donc pour moi, ça me paraît être un film hyper important, parce que je me dis, bah oui, voilà, c'est vraiment le film qui nous met qui met en scène la réalité équivoque, mais qui en même temps rend complètement justice au travail des chevaliers de la vérité, c'est-à-dire les journalistes, en tout cas ce journaliste de Libération en l'occurrence, dont j'ai oublié le nom, mais incarné par Pio Marmaille, mais qui le met dans une position absolument intenable. En tout cas, on voit que lui, ça va être son travail d'essayer de déceler ça, qu'il met en scène des tas de protocoles pour essayer d'attirer ça, et en fait tout le film va être une sorte de mise en scène de la parole, en fait, de comment la parole va pouvoir être soumis, va pouvoir être jugée comme vrai ou faux suivant dans quel tuyau ou quel protocole elle va être mise, et suivant à quel moment les dires qu'on peut avoir vont pouvoir être prouvés ou pas. Et c'est un film qui est hyper, j'ai envie de dire copieux, très exigeant en face de son spectateur, parce qu'il y a une masse d'informations totale. Je pense que c'est en ça en fait où peut-être que ça va démonter tout ce que je viens de dire, c'est que c'est pas du tout un film à grand spectacle, c'est pas un film romanesque, dans le sens où c'est un film qui est fatigant en fait, qui est
très très fatigant à regarder parce qu'il faut vraiment faire attention ou écouter tout ce qui se dit, surtout que tout ce qui se dit en fait c'est pas un plus spectateur attentif qui demande un spectateur attentif parce que en fait c'est pas vraiment nécessairement ce qui se dit qui va être vraiment important, mais surtout le fait que la personne qui l'écoute en fait, comment elle va le recevoir ça, c'est-à-dire nous et l'autre personnage. Il y a du cinéma oui, et en fait je pense que c'est un film qui est absolument fascinant là-dessus et qui je pense emporte le morceau en termes de grand spectacle par sa mise en scène qui me paraît être hyper immersive, mais une pure immersion on va dire de flux d'informations. On est perdu dans une cascade d'informations et à la fin on ne sait pas si on est dans l'eau ou si dans autre chose quoi. Ce qui est peut-être le propre des films non pas de complot mais justement bon. Donc c'est le scandale sur c'est comment le titre Enquête sur un scandale d'État. Enquête sur un scandale d'État. Un dernier film français avant de passer à des choses un peu plus légères peut-être que tu as vu. C'est la légende. Non, c'est à toi de jouer là. La légende du roi crabe. Mais si, bien sûr que si. Attends, tu rigoles quoi? T'es parti. La légende du roi crabe, c'est ça. Alors c'est frais. Tu ne veux pas en parler. C'est trop frais. Mais tu m'as juste dit que c'était très bien et j'aurais pas l'occasion de le voir. C'est l'occasion. On fait une émission comme ça, un petit peu. Ouais, mais après de toute façon, au débeauté. Non, mais ça peut être l'occasion pour les gens qui nous écoutent. Ah tiens, il restera qu'une semaine en salle. Ouais. Non, mais je peux en parler vite fait après parce que présenter déjà parce que personne. Le film vient de sortir. Il est sorti mercredi dernier au jour où on enregistre et ça me paraît être vraiment un super film et en tout cas d'une beauté à couper souffle. Et comment dire, voilà, on est dans pour le coup pas du tout dans une offre de cinéma majoritaire. Là, on est vraiment dans du cinéma d'auteur pur et dur. Alors, c'est pas français, c'est italien. C'est pareil. Et moi, j'ai juste envie de raconter presque le début où on voit des vieux Italiens avec un casting de gueule pas possible qui sont dans une petite pièce en train de boire du pinard et de manger des spaghettis bolognaises et qui parlent, qui chantent des chansons de temps en temps et qui se disent vous connaissez cette histoire du roi crabe et tout ça et qui commencent à raconter une histoire. Il y en a un qui chante, qui dit non mais attends, j'ai envie de chanter et d'un coup le chant commence et en fait le film commence et on n'est plus du tout à l'époque contemporaine avec les vieux marlous en train de chanter et de raconter des histoires. On est à la fin du milieu du 19e, j'ai envie de dire. Et là, on assiste vraiment à l'histoire qui commençait à raconter celle d'un pauvre fou du village, alcoolique, avec sa bouteille de vin rouge, qui est le fils du docteur du village et qui va tomber amoureux de la fille d'un propriétaire terrien, mais léger propriétaire terrien, et qui va se révolter contre le petit prince du coin parce que le petit prince du coin veut pas laisser passer ses brebis dans le champ. Donc voilà, c'est une histoire, je sais pas, simple, con comme la lune. Et c'est d'une beauté plastique assez hallucinante. On est dans un truc qui est hyper sensuel. Moi, j'allais dire, voilà, je suis parti assez loin dans ce film, quoi. Enfin, voilà, ça m'a paru un film hyper gourmand sur le rapport à la fois sensuel de la nature, du vin, du plaisir à raconter des histoires et du plaisir à être dans une posture de séduction avec une femme ou je sais pas quoi. Et j'ai trouvé que c'était un film profondément sensuel. C'est un film qui part assez loin, j'ai envie de dire, sur des terres plutôt à la Herzog, parce qu'il est divisé en deux parties et que la deuxième partie se passe plus du tout en Italie mais en Argentine, et c'est d'un coup une chasse au trésor, toujours avec le même personnage du fou alcoolique du village. Et là on est dans un truc qui est assez herzogien, quoi, dans le rapport très primal, élémentaire aux éléments, et en même temps très proche de la fable et du mythe. Et qui fait que c'est typiquement le genre de film, si vous avez un cinéma qui le passe à côté de chez vous, allez-y, parce que c'est des films qui prennent toute leur toute-puissance au cinéma, quoi. Ça donne très envie. Merci. On fait une courte pause, je propose, avant de passer à des choses plus légères.
un extrait de la bande originale du Jour du Dauphin qui vient de sortir en DVD et Blu-ray dans la collection de Jean-Baptiste Thorey, Make My Day, un film de Mike Nichols de 1974, une musique de Georges Delerue, et je sais même pas si on aura le temps de parler du film dans cette émission, mais il vient de sortir et la bande originale m'a assez fasciné. Ce morceau-là ressemble pas du tout à aucun des autres morceaux de la bande originale, mais aucun morceau de la bande originale ne ressemble à un autre. C'est ça qui est assez fascinant quand même. J'ai l'impression qu'il y a 15 thèmes différents dans le film. À aucun moment on va répéter quelque chose. On écoute ce morceau et puis on reviendra après sur notamment des films d'horreur. C'est donc un extrait de la bande originale du Jour du Dauphin de Mike Nichols qui vient de sortir en Blu-ray DVD chez Studio Canal dans la collection Make My Day de Thorey. Mais avant de parler de ça, je suis pas sûr qu'on ait le temps de parler du tout du Jour du Dauphin, mais je vais mettre à partie, je vais te laisser prendre une petite pause déjà, Antonin, parce que tu as bien bossé en début d'émission. Merci à toi d'ailleurs. J'ai quand même vu 2-3 films pendant ces 2 mois qui n'étaient pas franchement terribles, hein, mais j'avais envie d'en dire un mot ou deux. 2 ou 3 films contemporains, tu veux dire. C'est ça. Ouais, parce que t'as le temps de regarder des films encore. Oui, malgré ta famille de 5 enfants. Tous les soirs, mais je prépare des émissions spéciales que nous ferons prochainement. Mais je me tiens au courant un petit peu du cinéma contemporain. Et il y a un cinéma, moi, qui continuera toujours de m'intéresser. D'ailleurs, c'est le cinéma d'horreur, hein, bien évidemment. Et quand je vois arriver un nouveau Massacre à la tronçonneuse ou même un nouveau Scream, ça m'intéresse. J'ai envie de prendre le pouls un petit peu de ce cinéma-là. De temps en temps, il y a de bonnes surprises ou des films qui déçoivent moins que ce que je pouvais attendre. C'est le cas de Massacre à la tronçonneuse, du dernier en date, hein, qui m'a, par rapport aux 5 derniers qu'on puisse sortir, en fait, a été non pas une bonne surprise, mais en tout cas m'a moins déçu que ce que je pouvais attendre. J'ai déjà oublié le nom du réalisateur. Alors ça a été diffusé... David Blue Garcia. Ah bah c'est bien si toi tu te rappelles de tout ça. Mais j'avoue que même pour le Scream, hein, j'ai même pas cherché qui est-ce qui avait fait cette chose. Mais le dernier Massacre à la tronçonneuse qui est diffusé sur Netflix, mais qui a pas été produit par Netflix, hein, voilà, ça a été racheté, donc on imagine encore une production un petit peu calamiteuse, sachant que le dernier qui était sorti des Orpheus, c'était Bustillo et Maury qui avaient fait ça. J'ai pas été, je crois que j'ai regardé 10 minutes ouais, moi je l'ai vu en entier, mais je n'ai aucun souvenir. Et c'était pas bon. Ouais. C'était douloureux en fait de voir ça, même si j'en attendais absolument rien. On en a déjà parlé de Massacre à la tronçonneuse, hein, mais c'est vrai que le film de Tobe Hooper, pour le coup, est très important pour nous, hein, je pense. Et à aucun moment, moi, je vois l'intérêt en fait de faire des suites à tout
tout ça, mis à part économique, bien évidemment. Mais en termes de cinéma, je vois pas l'intérêt. Oui, c'est comme les suites de 2000 et l'Odyssée de C'est ça, l'espace. voilà. Tu peux la regarder. Oui, et je pense bien que sûr. en plus, moi, je l'ai toujours pas vu, mais je pense que c'est très bien. Mais C'est pas c'est dans- juste des films c'est- absolument miraculeux. C'est absolument impossible. 2010 de Peter Williams n'a aucun intérêt, en fait, je veux dire. Là, de faire des suites à Massacre à la tronçonneuse, je vois pas l'intérêt, mis à part économique. Donc, je vais regarder le film sans en attendre quoi que ce soit. Et je dirais pas que c'est une bonne surprise, encore une fois, parce que du coup, pour moi, c'est du cinéma qui c'est pas la peine. Mais ça évite énormément en fait d'écueils dans lesquels étaient tombés les précédents films en fait, et notamment vraiment le tout dernier qui démarrait quand même, et c'est là pour ça que j'ai arrêté ce film d'ailleurs, hein, par une scène d'introduction où on voyait le personnage de Leatherface, enfant, pour son anniversaire de 5 ans, se faire offrir une tronçonneuse à son anniversaire. Le film démarrait comme ça, je dis mais bah non. Mais je crois, il me semble, d'après mes recherches très intensives, que c'était une scène voulue par la production et que Bustillo et Mori ne la voulaient absolument Bien sûr, pas. non mais je suis convaincu qu'ils auraient beaucoup de choses à raconter. Je comprends que ces deux réalisateurs aient envie de rentrer dans cet univers ou dans cette ambiance, puisqu'on parle pour le coup dans ce genre de cinéma de Massacre à la tronçonneuse d'ambiance plus que de voilà. Mais voilà, je comprends très bien et je suis sûr qu'ils ont plein de choses très intéressantes à raconter sur le sujet. Par contre, du coup, moi de démarrer un film en voyant ça, bah, c'est un non. C'est rédhibitoire. Voilà, complètement rédhibitoire. Celui-ci rentre, et c'est pour ça que je voulais le mettre en lien avec Scream 5. Dans quelque chose d'un peu particulier par rapport à tout ce qui a été fait depuis 20 ans sur la saga Massacre à la tronçonneuse, c'est que ça va prendre la suite, enfin voilà, le premier date de 73, hein, si je dis pas de conneries, Massacre à la tronçonneuse, non, c'est plus tardif. Ouais, je pense que c'est merci ça. Antonin. On va se faire insulter encore. Le fait est que là, on va récupérer en fait la survivante du premier Massacre à la tronçonneuse pour la faire apparaître uniquement, mais ça va rentrer du coup, ça va le réintégrer en fait dans l'univers du premier Massacre à la tronçonneuse, ce que faisaient pas forcément tous les derniers, les remakes, les reboots, les machins. Là, on réintègre ce nouveau Massacre à la tronçonneuse dans le premier univers. C'est qu'un détail hein, dans le film qui pour le coup va se montrer très gore, qui va se passer sur une soirée. Donc on va retrouver aussi quelque chose voilà, de l'ordre de l'efficacité. Quelque part, le film dure 1h20 en plus. Mais voilà, c'est sur une journée, une soirée, une nuit. Mais on va réintégrer. Et c'est ce petit truc-là qui m'a intéressé quand même. Le truc gore, moi, ça me choquait parce que justement, le premier Massacre à la tronçonneuse n'est pas gore. Il n'y a pas de sang, quasiment pas de sang dans le premier Massacre à la tronçonneuse. Et là, ça va faire du mal, je pense, à l'imaginaire collectif qui est ce film-là qui sorte et qui soit extrêmement gore. Les gens vont encore penser, j'en parlais avec des collègues de travail aujourd'hui par exemple, qui étaient tous convaincus que le premier Massacre à la tronçonneuse c'était un festival de gore. Ils l'avaient pas vu, ils n'avaient pas envie de le voir, ça les intéresse pas. Non, c'est pas un film gore, il n'y a pas de sang, mais il faut encore le répéter, les gens n'ont pas encore compris ça. Je reviens sur cette idée de réutiliser un personnage de l'original, parce que dans le dernier Scream, il y a tout un dialogue là-dessus. On a pu l'entendre, je crois, au début de cette émission, un extrait pas forcément très compréhensible parce que c'était en anglais qui parle très vite, mais c'est une mode, alors pas uniquement dans le cinéma d'horreur, hein, mais c'est vraiment une mode économique qui se fait de plus en plus présente, à tel point qu'il y a un nom qui est donné à ça, c'est le requel. Ça va vraiment loin. Ça va vraiment très loin. Les studios, pour faire ça très rapidement, évidemment, c'est pas nouveau, hein, ça fait longtemps déjà, hein, ont de moins en moins envie de prendre des risques à créer de nouveaux univers ou même à faire des remakes. Ça devient un petit peu problématique. Les remakes, ça fonctionne pas forcément, ça se pète souvent la gueule, les remakes. Par contre, ce qui marche très bien, c'est le requel. C'est-à-dire qu'on va faire, c'est un mélange entre un remake, un reboot et une séquelle. C'est incroyable. C'est terrible. Hein. C'est terrible, mais ça fonctionne extrêmement bien et ça fait quelques années qu'on en voit en fait. C'est-à-dire que les Star Wars, par exemple, fonctionnent là-dessus, complètement là-dessus en fait. C'est l'exemple le plus parlant. On a vu ça avec Ghostbusters aussi dernièrement. On voit ça du coup avec Scream. Là aujourd'hui, on voit ça avec Massacre à la tronçonneuse. On va en avoir pas mal, je pense. On voit ça avec Halloween aussi. Les derniers Halloween, c'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que des films qui datent des années 70 ou 80, les acteurs principaux stars, qui ont été faits stars d'ailleurs souvent grâce à ces films, ou même pas d'ailleurs, hein, parce que dans Massacre à la tronçonneuse, c'est pas du tout une star. Voilà.
Mais elle est pas là, hein, d'ailleurs, c'est pas elle. Hein. Ils sont toujours. Elle est morte. Oui, voilà. Oui, mais on joue là. Ouais, mais on joue là-dessus. Mais comme dans le dernier Scream, tu vois, il y a un des acteurs dans le dernier Scream, c'est un acteur numérique. Dans les Star Wars, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont morts. Mais on reprend, on inscrit ça. Alors soit les acteurs, soit les personnages, mais on les inscrit dans l'histoire. Ce qui est important, c'est de revenir, c'est ce qui est dit dans Scream d'ailleurs, qui est un objet très cynique, nanardeux, le Scream 5. Méta dans le méta, ça devient très cynique, quelque part entre Deadpool et puis Matrix 4 en fait. C'est un objet un petit peu étrange, qui est pas très intéressant, qui est pas très bien foutu. Il n'y a aucun talent de Wes Craven dans le dernier Scream, ça n'a franchement pas grand intérêt. Mis à part de mettre en avant, pour moi en tout cas, c'était de mettre en avant justement cette nouvelle forme de cinéma qui est vraiment très présente malgré tout. Et c'est même Matrix 4, hein, peut-être malgré elle, Wachowski est rentrée là-dedans. Je suis pas convaincu que ce soit malgré elle, parce qu'elle est très consciente de ce qu'elle fait quand même. C'est vraiment tellement un objet étrange que c'est... C'est un objet étrange, mais ça donne des objets étranges. Mais moi, ça m'inquiète énormément, parce que du coup, c'est des films qui fonctionnent... Alors, c'est pas des grands succès, mais économiquement, du coup, c'est juste des films du coup qui permettent d'alimenter la machine. On ne va pas créer de nouveaux univers, on va même pas se faire chier à créer de nouvelles aventures. En fait, on va reprendre les anciens ingrédients. On va les mettre avec de nouveaux acteurs, mais accompagnés en fait par d'anciens personnages. Ou alors ils seront liés d'une façon ou d'une autre au personnage de l'original en fait. Et ça permet juste d'alimenter la machine. Et on peut imaginer, c'est ce que fait Disney énormément avec, encore une fois, les Star Wars, mais on pourrait le faire avec tout un tas d'univers. On a un univers qui fonctionne. Plutôt que de faire un remake, parce que les remakes ça va pas marcher et les fans vont hurler si on fait un remake d'un film que les gens adorent. C'est d'ailleurs ce qui est à peu près dit dans le Scream. On va pas faire un remake, les fans font hurler, Internet va se casser si on fait un remake des films qu'ils adorent, alors qu'ils sont encore jeunes et pimpants, les spectateurs. On va pas les prendre pour des vieux nazes, voilà. Donc non, on va continuer la timeline, mais avec du coup une nouvelle génération à pouvoir mêler les deux et amener du coup une nouvelle génération de spectateurs. Donc il y a quelque chose d'évidemment extrêmement cynique, d'extrêmement feignant, ce qui apparaît de façon assez flagrante dans le dernier Scream et pour moi dans le dernier Massacre à la tronçonneuse. C'est du cinéma de feignant qui me désespère profondément. Alors je devrais arrêter tout simplement de regarder des heures de film, mais encore une fois je suis assez curieux, de temps en temps j'ai de bonnes surprises. Tu vois, même si les studios sont mécontents des remakes, de temps en temps il y a des très bonnes choses. Pour revenir sur le cinéma d'horreur, le Halloween 2 de Rob Zombie, j'en parle souvent, c'était il y a une dizaine d'années maintenant, même plus. Mais c'était une excellente nouvelle, en fait, et ça, qui a amené beaucoup de déceptions, mais il se passe des choses, donc je continuerai à prendre le pouls de tout ça. Mais ça m'inquiète particulièrement, et de voir que, justement... Wachowski avec le Matrix 4 rentrait là-dedans, même si c'était peut-être bourré de bonnes intentions et qu'elle avait peut-être envie de couper l'herbe sous le pied en fait, quelque part de tout un tas de cyniques qui jouent de ça, en tout cas ou qu'elle voulait annoncer justement ce genre de choses. Elle rentre malgré tout là-dedans et ça me gêne énormément en fait. Ça donne des objets très étranges. Le dernier Scream, je te dis, il a deux doigts du nanar en fait, et en même temps il y a un discours sur le cinéma qui est particulier parce que ça touche juste en fait. C'est cynique et en même temps ça touche juste. Et ça me gêne énormément par rapport à l'état du cinéma contemporain américain, parce que on parle des grands studios et de gens qui maîtrisent ou qui ont la main mise sur des franchises qui évidemment fonctionnent. C'est pas tout le cinéma qui rentre là-dedans, mais ça m'inquiète. Oui, non, après moi je jugerai pas le Scream parce que je l'ai pas vu, et puis en fait j'ai pas du tout envie de le voir parce que moi déjà Scream 3 c'était une torture justement pour ce côté que j'ai pu dont j'ai pu me rappeler en regardant Matrix 4 justement, en disant mais c'est incroyable ce truc là, il est complètement dingue, c'est vraiment encore une fois il y a un côté déceptif un peu comme Nightmare Alley, c'est-à-dire on se dit on peut pas du tout refaire ça, c'était super, et donc on va faire un truc et on va faire exprès de le faire mal pour vous montrer que on peut pas refaire un truc bien. Donc tu dis mais c'est incroyable
cynisme désespéré en fait là-dedans, de dire là tous ces gens qui essayent de faire des choses dans un système commercial hyper construit, de tous ces gens qui ont créé des icônes, enfin des succès populaires énormes, des sortes de mythes hyper populaires, quand ils le réinvestissent, voilà, ça va donner un truc genre putain, on s'est fait récupérer par le système parce que voilà, on sait que le capitalisme est très fort pour effectivement récupérer sa propre critique, et voilà, que ça soit Matrix en particulier et même un peu Scream, il y a ça. Voilà, bon, moi, Scream, ça a jamais été ma came spécialement. Mais le premier, pour l'avoir revu, est vraiment, premier est vraiment bien. On en reparlera sûrement un jour. Il faudra faire un truc sur Wes Craven. C'est vraiment chouette. Après, moi, pour Massacre à la tronçonneuse, le dernier en date, moi, je dois avouer que voilà, en l'ayant très mal vu, c'est-à-dire en 3 fois avant de me coucher, 3 fois 25 minutes parce que le film dure 1h10, ça passait très bien. Ça passait très bien aussi parce que je me disais, au moins il y a un peu de mise en scène. Parce que dans le sens où c'est... Il passe son temps à se référencer, à faire des hommages, des pastiches. Après, moi tous ces trucs-là m'énervent. Le rapport, le fameux son, le son du flash de Massacre à la tronçonneuse. Du générique. Bon, ça m'intéresse pas. Tout ça, c'est purement... c'est de la référence, c'est cosmétique, c'est pourri, voilà, soit. Mais par contre, j'ai trouvé que dans la mise en scène des meurtres et compagnie, il y avait un petit talent de mise en scène. Je dis pas, voilà, c'est pas John McTiernan, mais voilà, il y avait une mise en place de lieux, le bus, l'appartement, la maison avec la chambre, une nana sous l'escalier, un plancher qui grince, un escalier en colimaçon qui fonctionnent. Voilà. En fait, c'est surtout, même ça fonctionne, et c'est surtout, c'était mis en scène. C'est-à-dire que il y avait un truc genre, on comprenait les enjeux de la personne qui devait échapper à une menace. Et moi, c'est ça qui m'a plu, parce que c'est un truc que je ne retrouve pas dans... Je regarde peut-être moins de films d'horreur que toi, mais dans plein de films d'horreur, je me dis, mais putain, c'est incroyable, ils ont aucune conscience de la mise en scène, dans le sens où tu dis, il suffit qu'il y a une menace et une victime potentielle, et d'un coup, c'est juste, ça suffit. Mais non, ça suffit pas. Il faut dresser des obstacles, à la fois entre le tueur et la victime, et des épreuves entre la victime et le tueur. Et tout ça, ça passe par de la mise en scène. C'est-à-dire que voilà, on dresse, ils sont plongés dans un environnement, il faut qu'on ait conscience de l'environnement, il faut qu'on ait conscience que des outils que la potentielle victime puisse avoir, et voilà. Donc là, moi, je vais pas rentrer dans une analyse de mise en scène du truc, parce que de toute façon, ça le mériterait pas, et c'est pas non plus hyper foufou, mais voilà, il y a des trucs en termes de mise en scène dans le film où tu dis, le mec, il sait un peu son métier, quoi. Il sait que voilà, il y a le miroir, la nana, elle est sous le lit, elle voit le miroir, elle a une information à donner à un autre type, elle bouge le miroir, on comprend un peu tous les raccords, on sent que et ça se termine par une séquence d'irréversible. Mais en tout cas, voilà, tu comprends, c'est suffisamment mais je suis d'accord avec toi. Intelligent dans la mise en place. Par exemple, Scream, il y a pas ça dans le dernier Scream. Il est temps de se quitter. Je voulais juste terminer sur un des éléments de Scream qui me paraissait aussi pertinent par rapport à ce que j'ai dit, c'est que on accuse très vite en fait le spectateur roi de s'énerver en fait. Et je fais un gros spoiler, il est temps puisque on va se quitter, mais c'est un whodunit aussi. Scream, c'est l'intérêt du film, c'est ce qui est dit dans l'extrait qu'on a écouté. Donc voilà, il y a 2 tueurs, c'est un whodunit. Le tueur, en l'occurrence, dans le dernier Scream, n'a rien à voir avec la famille des victimes ou des tueurs de l'original. C'est un couple de spectateurs qui étaient déçus en fait par le dernier Stab, donc l'adaptation au cinéma de Scream dans l'univers de Scream, et qui voulaient redonner en fait à la saga en fait son essence, retrouver l'essence de la saga en fait. C'est-à-dire qu'on va jusque-là, en fait. C'est-à-dire que c'est des spectateurs eux-mêmes, en fait, qui sont les tueurs en série du dernier Scream, parce qu'ils veulent retrouver l'essence de la saga. On en est arrivé là.
C'est la fin du monde, mec. Il est temps de se quitter. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver bien évidemment cette émission sur le site de Canal B. Elle sera diffusée d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, ce week-end. Donc ça veut dire que mardi, vous pouvez venir à la librairie Le Fayère à 18h pour rencontrer Melvin Z. On fera une rencontre avec lui autour de son livre qui sort enfin, Ultraviolence in the Cinema Part 1, son premier épisode sur la saga Mad Max. C'est son premier chef-d'œuvre. Un livre vraiment somptueux, magnifique. Venez nombreux, venez rencontrer cet énergumène et acquérir cet objet qui est vraiment magnifique, et on est très fiers de pouvoir présenter ça. Et puis il y aura une projection de Mad Max qui suivra à l'Arvor mardi, donc ça va être super. C'est 39 balles, vous n'êtes même pas obligé de le lire. Il est très beau. Oui, c'est ça. Il fera style vous sur pouvez votre l'exposer, truc. ça sera et parfait. En plus, il est hyper chouette à lire. On vous attend nombreux, et puis même si vous ne venez pas, on vous conseille d'aller acquérir très vite cet ouvrage. On en reparlera sûrement. Merci Antonin, merci à vous. On se quitte. À très bientôt. Des bisous. I don't like mentalism. It's too old-timey. Always got to have something new these days. Sensational. I just happened to think of something. I might have one job that you could take a crack at. It ain't much, and I'm not begging you to take it, but it's a job. It'll keep you in coffee and cakes, dry place to sleep, shot now and then. What do you say? Yes, sir. It ain't much, but it's a job, right? Of course, it's only temporary. Just until we get a real geek. You know what a geek is? So what do you say? You think you can handle it? Mister. I was born for it.